Nous sommes mercredi 24 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges, Géoffroy Vaha, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette troisième convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Bilal Ramadan. Il est philosophe et formateur d'origine égyptienne. Avec lui, il sera question du conflit israélo-palestinien, réalité, enjeux et impact dans le Sahel. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Merci de m'accueillir. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Ce qui retient mon attention, c'est le match d'hier, bon, pour ne pas dire les matchs d'hier, particulièrement celui du Cameroun. Je pense que le nom, les Lions indomptables n'ont jamais porté également leur sens qu'hier. On a vu une équipe camerounaise très offensive et très déterminée à jouer les huitièmes de finale et une autre équipe gambienne qui ne voulait pas se laisser faire et qui, selon les commentateurs, parce que je n'ai pas suivi les précédents matchs de cette équipe, disent que ce n'est qu'hier que l'équipe a marqué, mais qui tenait également à manger du lion. Mais là, effectivement, il y a un beau match qui a été donné à voir. Une compétition, la hargne et la rage de vaincre n'a jamais été que, en tout cas, le match d'hier. Des matchs de la CAN, il y a deux matchs qu'on retient. La défaite de la Côte d'Ivoire et la victoire du Cameroun. Ce sont des matchs qui vont faire tâche d'huile compte tenu de leur impact psychologique, de la charge émotionnelle qui est allée avec ces deux matchs-là et de ce que cela va rentrer refléter dans l'histoire. Regardez à quel moment, dans quelle période les Camerounais sont revenus à la charge. Pratiquement à la fin du match. Et le but libérateur, lui, c'est à la 90e minute, tout à fait, pratiquement. Et le reste, il fallait travailler, effectivement, à conserver. Et il y a une équipe gambienne également qui ne voulait pas se laisser compter, quitte à tricher avec la main pour marquer un but. Hier, on parlait de la VAR. On disait que, au fur et à mesure qu'on se rend compte que la VAR rend justice à des équipes, on commence à l'admettre. Parce que n'eût été la VAR, c'était pas évident que le troisième but gambien allait être refusé. C'était vraiment pas évident parce que les gens ont vu un but, il y en a qui ont vu une main, mais si l'arbitre a validé, puisque quand il validait, il ne revenait plus là-dessus. J'ai dit, n'eût été la VAR, ce n'était vraiment pas évident. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau match qui a été donné de voir hier. Et ça, c'est aussi ça la CAN. Au niveau de... C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a plus d'équipe à négliger. Il n'y a plus d'équipe à négliger. Mais il y a des équipes également qu'il faut rêver à voir en huitième de finale pour donner un peu de piquant à la CAN. C'est pourquoi les pays comme le Cameroun ont, du point de vue, leur place à la huitième de finale. Parce que ça donne un autre piquant à cette CAN. Mais si des équipes comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire ou comme le Cameroun ne franchissent pas cette barre, j'ai dit ça enlève aussi, comme on appelle ça, à la CAN son côté piquant. Maintenant, bon, la Côte d'Ivoire est dans les estimations. On espère qu'à l'issue des matchs d'aujourd'hui, ça va se confirmer pour les huitièmes de finale, mais ça va enlever un peu de saveur. C'est aussi ça le jeu. Il y a des éléments qui ajoutent la saveur, il y a des éléments qui enlèvent la saveur. C'était mon avant-propos. C'est aussi ça le football. Juge Géoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience au tribunal? Deux avant-propos, mais rapidement. On parle toujours CAN. On a vu nos étalons, ils sont qualifiés pour les huitièmes. On dira qu'on est heureux. Maintenant, au cours des matchs, on a compris qu'il y avait aussi quelques difficultés qu'il fallait évidemment revoir et pour lesquelles il faut trouver des solutions. On a joué le tout pour le tout, même si ce n'était pas un match à grand enjeu, pour éviter peut-être un grand, parce qu'on voulait terminer premier, mais ça n'a pas marché. On a terminé avec un 2-0. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. On passe pour la prochaine étape. Maintenant, il faut réorganiser les choses et on espère que cela se fera de la meilleure des façons. Deuxième avant-propos, très rapidement.
rapidement, il y a cette usine de traitement de résidus pour ce qui est du secteur de l'or qui a été lancée, inaugurée par le président lui-même. On dit que c'est une solution burkinabé à des questions qui se posent quand on a vu avec l'affaire charbon fin et autres. Ce sont des alternatives qui sont trouvées pour qu'on puisse traiter nous-mêmes ici ces résidus et puis tirer le meilleur parti de cela. Et quand on regarde le capitaux, c'est 40% détenu par l'État burkinabé, 60% par les privés, toujours burkinabé. Donc c'est déjà intéressant. On parle de 124 employés voilà, dans cette usine-là. Donc de façon directe, je pense qu'il y a 74 femmes. En tout cas, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, j'ai remarqué, c'est déjà aussi un bon point. En tout cas, on espère que ces initiatives-là développées permettront en tout cas de tirer le meilleur parti de ce qu'on a dans ce secteur-là. Et on dira félicitations. On a vu aussi les installations. On a dit que c'est du 100% burkinabé en termes d'installations produites et mises sur pied. Beaucoup ont dit, bon, quand on regarde, ça n'a pas l'air d'être si, comme on appelle, à la pointe de la technologie. Mais qu'est-ce que vous voulez? On commence avec les moyens de bord et puis on parfait petit à petit notre capacité à produire du matériel beaucoup plus adapté. Mais il faut avoir le courage de commencer, c'est déjà ça. Merci pour ces avant-propos. Conflit israélo-palestinien, réalité, enjeux et impact dans le Sahel. Voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Bilal Ramadan, philosophe et formateur d'origine égyptienne. Monsieur les juges, avant d'aller au fond du sujet, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Merci. Alors, quand on dit l'Égypte sur le plan politique et social, c'est aussi les frères musulmans qui ont connu des moments difficiles, avec parfois aussi des moments de gloire, je dirais ainsi. Aujourd'hui, que deviennent les frères musulmans? Alors, c'est une question importante pour moi, mais c'est une question qui est très très révélatrice de ce qui se passe. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que les frères musulmans n'ont jamais prôné la violence d'aucune manière. Et que leur seule voie d'accès au pouvoir, puisque c'est un mouvement qui évidemment s'est présenté aux élections, ça passe par les urnes. Le premier président élu d'Égypte, les frères musulmans, c'était Morsi. Quand il a été élu, il a fallu que les frères musulmans menacent le gouvernement en place d'annoncer les résultats, parce qu'ils savaient que c'était eux. Et ils sont allés aux élections parce qu'il n'y avait pas de véritable opposition. Évidemment, Morsi a été déclaré vainqueur. Quand Morsi a été déclaré vainqueur, ce que nous nous sommes dit, combien de temps il va tenir? Combien de temps il va tenir? Combien de temps est-ce que ce piège des printemps arabes va se refermer? Parce que vous pouvez faire le bilan du printemps arabe aujourd'hui. La Syrie, fini. L'Irak, fini. La Tunisie a viré à la dictature. Et le seul qui était, c'est Morsi en Égypte. Du temps de Morsi en Égypte, je vous rappelle que toutes les frontières avec Gaza étaient ouvertes. Et Morsi a clairement positionné sa politique en disant, si Israël touche à Gaza, il touche à nous. Ce que ne fait pas actuellement le président. Donc, il s'est tenu 1 an, et au bout d'1 an, coup d'État, salué par toute la presse mondiale, parce qu'il ne s'agissait pas que des frères musulmans dirigent un pays. Chaque fois que les frères musulmans gagnent par les votations, ce n'est pas le bon choix du peuple. Ça, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qui devient aujourd'hui? Il devient aujourd'hui, après 20 ans d'un lobby incroyable, on essaye de les discréditer en disant les frères musulmans sont à la base de tous les terrorismes. Et on qualifie ce mouvement de terroriste, ce qui n'est pas le cas. Mais quand vous avez une force d'opposition qui existe, et que vous voulez la discréditer, c'est ce que vous faites d'elle, vous dites que c'est du terrorisme. Mais dans la politique des frères musulmans, et le premier Hassan el-Banna a toujours dit jamais de violence. Donc aujourd'hui, le fait de rattacher le Hamas aux frères musulmans, c'est une manière de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Donc la situation, elle est simple. Un frère musulman modéré en France n'a plus le droit de parler.
D'accord, mais est-ce que sur le plan politique, ils arrivent à s'organiser avec au moins un seul élu, ou bien ce n'est même plus pratiquement possible? C'est quoi? Est-ce que sur le plan politique, ils ont réussi à se réorganiser après la vague de violence qui s'en est suivie, quand il y a eu le coup d'État de Moubarak? Oui, pardon, Moubarak, de Sisi. Mais ce n'est pas une question qu'ils sont réalistes, ils sont en prison. Il y a 60 000 frères qui sont en prison. Ils sont interdits. Mais ils ont été interdits sous Nasser, ils ont été interdits sous beaucoup de gouvernements. Ils se réorganiseront. Moi, je ne me fais aucun souci. Vous ne combattez pas une idée en enfermant les gens ou en les tuant. Ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé. Au contraire, vous avez l'exemple clair. C'est en assassinant Thomas Sankara qu'on a fait revivre ses idées aujourd'hui. Il aurait été vivant, je n'aurais pas été sûr de ça. Donc, ce que je veux vous dire, non, et bien sûr qu'il y a du travail. Bien sûr qu'il travaille à la réorganisation. Vous ne mettrez pas un terme à un mouvement comme ça. Si un mouvement s'inscrit dans l'histoire et qu'il est porteur de véracité d'histoire, personne ne l'arrête. On veut mettre un fin aux frères, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération de frères, que ce soit en Égypte, que ce soit en Europe, est là. Et elle est là avec un islam ouvert, un islam plus compréhensif des enjeux, et il existe vraiment. Regardez aux États-Unis, regardez en Angleterre, suivez les musulmans qui parlent aujourd'hui. Eh bien, eux, d'abord, ils ne vont pas se revendiquer comme frères parce qu'on va tout de suite les attaquer. Mais ils font un travail exactement au même niveau, à la même échelle que le faisaient les frères musulmans. Mais j'aimerais que vous mesuriez que depuis 25 ans, tout le lobby juif sioniste, déjà, je pèse mes mots, tout le lobby juif sioniste qui détient les médias, qui détient la majorité des réseaux d'information, a fait des frères musulmans des terroristes. Aujourd'hui, c'était comme ça qu'on en parle. Chaque fois que vous voulez disqualifier quelqu'un, vous dites, même Benzema était frère musulman. Ne vous rendez compte où on va? Benzema est frère musulman. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mais vous ne pourrez pas les arrêter comme ça. On n'arrête pas une idée, on n'arrête pas une vérité. Alors, je vais avoir question de généralité. Oui, on parle de généralité, mais c'est vrai que nous, on suit ça un peu de loin, oui. Mais je suis d'accord, quand on dit frères musulmans, tout à l'heure vous évoquez même aussi le Hamas, oui. On dit, quand on parle d'islam, c'est des gens qui sont un peu radicaux, qui sont beaucoup plus la branche du... C'est comme ça que c'est présenté. Et on parle même de terrorisme, ça veut dire que on n'est plus forcément dans le champ de l'argument pour faire accepter, mais on est prêt à prendre tous les moyens pour que son idéologie passe. C'est l'impression que nous avons lorsqu'on parle de frères musulmans et même du Hamas. Maintenant, vous le vivez comment? Permettez-moi, vous venez d'utiliser un mot intéressant, c'est l'impression que nous on a. C'est pour ça que je dis que nous on voit ça de loin. Hein, donc, non, c'est l'impression que vous avez. Moi je vous demande sérieusement, quand le Hamas devient le dirigeant de Gaza, est-ce qu'il est élu ou est-ce qu'il a pris le pouvoir par la force? Il est élu. Il est élu. Quand Morsi arrive en Égypte, est-ce qu'il est élu ou est-ce qu'il a fait la révolution? Il est élu. C'est quoi par la force? Qu'est-ce que vous appelez ou par la force? Ou par la force? Donnez-moi un exemple où ils ont pris par la force. Ça n'existe pas. Mais ce qu'on présente aussi, c'est que vous défendez un islam radical. Non, mais ce n'est pas une question d'islam radical. Moi, je ne suis pas frère musulman. D'accord. Moi, je n'en suis pas. D'accord? Mais je suis capable... Je ne suis pas frère musulman, mais je suis capable de reconnaître les bonnes et les mauvaises choses. Moi, je n'ai pas adhéré aux frères musulmans. Okay. J'ai un frère qui l'aime, mais pas moi. Mais j'aimerais leur reconnaître certaines vérités. Je ne partage pas forcément leur vision, pas radicale, leur vision intègre de l'islam. Peut-être que je partage ça. Mais il y a toute une nouvelle génération européenne et du Coran qui respecte les libertés de tout le monde et qui est ouverte. Quand vous écoutez maintenant certains intellectuels musulmans parler, ils sont ouverts. Et c'est parce qu'ils sont ouverts qu'on leur interdit de parler. Parce qu'ils sont dangereux. Ils remettent en cause l'identité française. Ils remettent en cause les valeurs de l'Occident. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est facile de dire ils sont radicaux. Mais moi, dans toute l'histoire des frères musulmans, je demande chaque fois à quelqu'un, donnez-moi un exemple où les frères musulmans ont été condamnés pour violence ou pour meurtre. Ça n'existe pas. Parce que Hassan al-Banna ne voulait pas. Hassan al-Banna a toujours défendu la non-violence. C'est une réalité. Il ne faut pas arrêter de croire ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est des mensonges.
parce qu'on essaie de discréditer ces mouvements. Et puis, excusez-moi, quand vous dites radicaux, c'est un terme un peu facile. Mais quand vous dites musulman et islam ouvert, c'est par opposition à un islam rigoriste. Non, parce que, écoutez, 1928 sont créés les frères musulmans, en 1928. On est en 2024. Le Morsi qui se présente, qui ne devait même pas se présenter, il s'est présenté au gouvernement parce qu'il y avait 2 autres devant lui qui ont été en fait interdits de se présenter pour jugement, pour une accusation. Ils ont reçu une condamnation par le gouvernement égyptien. Lui, il se présente, personne ne le connaît. Quand Morsi quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Quand on va le retirer, quand il sait qu'il va être arrêté, une demi-heure avant, il dit 3 choses. 1. N'oubliez jamais que je suis le premier président élu d'Égypte. 2. Aucun prisonnier politique sous mon mandat. 3. Ne prenez jamais les armes contre votre peuple. Ici, c'est 3 choses. Il est arrêté. S'il prend le pouvoir, il tire sur 2400 personnes sur la place. Et il les tue en Égypte. Et depuis, plus un mot. Tout le monde salue, tout le monde reconnaît le coup d'État. Qui a financé le coup d'État? L'Arabie Saoudite. Pour que Moubarak sorte de prison, l'Arabie Saoudite offre 5 milliards à l'Égypte. La France salue le coup d'État. Elle va vendre des armes à Morsi. Vous vous rendez compte que Morsi, qui a fait enfermer des gens, qui a condamné des gens, il fait une visite en France, et pendant la nuit, Macron lui remet la Légion d'honneur. Pas une image à la télévision, on la prend par les télévisions arabes. À Sissi ou Marseille? À Sissi. Oui. À Sissi. Vous vous rendez compte à quoi on joue? Donc je vous dis, il faut être sérieux. Tout ça, c'est des mensonges. Alors quand je vous dis, moi je ne veux pas faire d'opposition. Je sais qu'il y a des musulmans qui font du djihad faux. Je le sais. Je condamne Ben Laden. Je ne partage pas l'avis de Ben Laden. Mais faites attention, Ben Laden, dans sa politique internationale, quand il y a la guerre pour la guerre, ce n'est pas les frères musulmans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je tiens à dire ça, ce n'est pas vrai. C'est de la manipulation. Il faut faire attention à ça. Alors l'islam radical, dans un mouvement, vous avez, prenez les États-Unis, regardez un parti, regardez le parti de même temps, le parti du pantin articulé là. Le pantin articulé, c'est Biden. Ce vieux pantin là, regardez-le. Non, on ne va pas permettre ce thème. Hein? Pas le vieux pantin. Moi je dis que c'est un vieux pantin articulé. Moi je trouve, excusez-moi, moi je me l'autorise. Quand vous avez un homme comme ça qui dirige la première puissance mondiale, soi-disant, et qui agit comme il agit, c'est un pantin articulé. Bon, nous sur le plateau du tribunal, on ne permettra pas. D'accord, alors qu'est-ce que je vais utiliser? Non, on ne dira pas ce que vous devriez utiliser, mais au moins ne choquez pas certaines. On va revenir à la Palestine. Oui. Je vous dis certaines sensibilités parce que voilà. Voilà. Justement, on va aller dans le fond du sujet. Oui, on parle du conflit entre Israël et Palestine, son impact, ses enjeux avec le Sahel. Déjà, pour comprendre, s'agissant de ce conflit qui ne date pas d'aujourd'hui, on parle du Hamas. S'agissant de la Palestine, qu'est-ce que c'est que le Hamas et qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement entre le Hamas et Israël? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, on peut tout à fait, par exemple, montrer la carte, si vous voulez, parce que là, on va comprendre ce qui se passe. D'accord. Quand en 1900, déjà à l'époque Balfour, en 1919, il y a un accord avec les Anglais qui donne un territoire aux Juifs pour aller vivre là-bas. Ils sont 100 à 150 000 à être autorisés. Pourquoi? Parce que la Palestine, après la chute de l'Empire ottoman, est un protectorat anglais. Là, on décide d'installer les Juifs là-bas. Mais ce qu'il y a, c'est que après la Première Guerre mondiale, et même entre les deux guerres, les Juifs ont essayé de trouver un lieu où vivre. On a fait plusieurs propositions. Et après la Première Guerre mondiale, on a décidé que c'était en Palestine. Palestine qui a toujours appartenu aux Palestiniens. Et là, en 1948, alors je vous saute les étapes parce qu'on n'a pas le temps, on décrète la naissance de l'État d'Israël. Vous voyez sur la carte que vous avez là, vous avez la première, ça c'est la Palestine. Après, vous allez en 1947, vous voyez l'État d'Israël qui est en blanc. Tout le reste est considéré comme l'État palestinien. Après, on passe à 1967, la guerre des 6 jours. Il ne reste plus que 2 morceaux palestiniens, la bande de Gaza qu'on trouve sur votre gauche, et puis la Cisjordanie qu'on trouve sur votre droite. Et si on continue, on arrive en 2020 où
il reste Gaza et on a complètement morcelé la Cisjordanie. C'est-à-dire que les colons israéliens continuent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la dernière tentative coloniale du monde occidental. On a colonisé, on a pris de force. Et Yasser Arafat, qu'on a considéré un temps comme un terroriste, vous vous rappelez qu'il a détourné des avions, qu'il avait des explosions, on a été obligé de négocier avec lui. Et on a fait les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo consistaient à dire, sous Clinton, qu'on allait avoir 2 États. Un État palestinien, un État israélien. Mais jamais l'État palestinien n'a été créé. Donc l'OLP, qui était l'organisation qui représentait les Palestiniens, a été flouée dans tout ce qu'elle a demandé, d'où a été créé le Hamas, qui lui était beaucoup plus volontaire, beaucoup plus engagé pour exiger les droits des Palestiniens. Donc quand le Hamas est créé par Yasser Yassine, au départ c'est vrai qu'ils veulent tout le territoire. Ils veulent tout le territoire, ils ne veulent pas, ils estiment que c'est une colonisation forcée. C'est un vol de territoire. Et le gouvernement israélien a vu que le Hamas était en Cisjordanie, le Hamas était à Gaza, l'OLP était en Cisjordanie, il a commencé à jouer l'un contre l'autre, en disant, en les jouant l'un contre l'autre, je ne leur donne pas d'État. D'accord? Tout le monde vous dira ça, que le Hamas, dans un premier temps, a été renforcé par la politique israélienne. Seulement ce que Israël n'a pas fait attention, ce que le Hamas, lui, a de plus en plus la considération du peuple, puisqu'il a été élu. En 2006, il aurait dû y avoir des élections. Mais pourquoi les élections n'ont jamais eu lieu? Parce que Israël ne voulait pas. Et quand le Hamas a été élu, moi je me rappellerai toujours, quand le Hamas a été élu à plus de 55% en Cisjordanie, il y a eu une guerre pour que l'OLP quitte la Cisjordanie, parce qu'ils ont été élus. Tous les gouvernements occidentaux ont dit, c'est pas le bon candidat, on vous coupe les fonds. L'Europe a coupé les fonds, et en accord avec le Qatar et le gouvernement israélien et les États-Unis, c'est le Qatar qui finançait le fonctionnement du Hamas. C'est une réalité. Donc le Hamas, c'est quoi? Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Il faut voir comme tel. Et puis je suis content que vous me dites pas, vous, comme dans toutes les télévisions occidentales, après le 7 octobre, alors est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? C'est la première question qu'on pose à tout le monde. Si vous dites non, il ne l'est pas, vous êtes disqualifié. Même Dominique de Villepin, on a essayé de lui dire ça. Dominique de Villepin n'a pas répondu. Si vous prenez le monde occidental français, ce que vous connaissez, vous allez avoir 3 voix justes. La première voix, c'est les insoumis, qui ont dit c'est des crimes de guerre, c'est pas du terrorisme. Vous allez avoir Dominique de Villepin, qui parle juste, d'accord? Et puis surtout celui qui, à mon avis, parle le mieux, c'est Mélenchon. Mélenchon, lui, dans la manière d'analyser la situation, il comprend très bien. Et justement, est-ce que la reprise ouverte du conflit le 7 octobre avec ces attaques sur Israël, est-ce que c'était prévisible selon vous? Alors non seulement ça l'était, mais Israël savait. Puisque aujourd'hui, on a le plus grand journal israélien, Erzatz, qui a sorti que l'information a été donnée à Israël 1 an avant. Elle a été rappelée 1 mois avant l'attentat, comme quoi une attaque massive se préparait. Ils le savaient. La question qui aujourd'hui taraude des Israéliens, c'est pourquoi, quand ils le savaient, ils ont laissé faire. C'est intolérable de la part du gouvernement israélien. Et là, vous voyez, on arrive à quelque chose d'assez fou. C'est que quand cette attaque a lieu, on la traite de terroriste. On dit dans tous les journaux, mais moi je vais vous dire ce que nous on a entendu. Ils ont décapité 40 enfants. Ils ont éventré des femmes. Ils ont mis un enfant au four. Ils sont allés attaquer une rave party. C'est des terroristes. Ça, tout le monde a crié au terrorisme. Même la Suisse a condamné le Hamas pour terrorisme et le fait rentrer maintenant dans une activité terroriste, alors qu'il y a 2 mouvements qui sont reconnus comme terroristes à l'ONU, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Alors que le Hamas ne l'était pas. Et petit à petit, la vérité sort. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de 40 décapités. La vérité, il n'y a pas eu de femmes éventrées. Les viols, il n'y a aucune preuve. Et c'est les Israéliens qui le découvrent, eux. Et nous, qu'est-ce qu'on a été surpris d'apprendre, en fait? Ça, c'est un scoop, peut-être. Mais pour la première fois, les télévisions officielles et les médias officiels, tout le monde sait qu'ils vous mentent. Et en fait, on tire la vérité de tout ce qui est réseaux sociaux.
Parce que même en Israël, tous ceux qui découvrent la vérité, ça passe par les réseaux sociaux. Et ça oblige plus tard les journaux officiels à dire il n'y a jamais eu de bébé tué, il n'y a jamais eu ci, il n'y a jamais eu ça. Donc petit à petit, on rétablit la vérité. Vous savez, c'est allé à tel point que les Israéliens ont découvert que la Rêve Party, ceux qui sont intervenus, c'est l'armée israélienne avec des avions Apache, qu'ils ont utilisé ce qui s'appelle le procédé Hannibal, c'est-à-dire on tire peu importe, et c'est eux qui ont tiré avec leur avion et leur hélicoptère sur les gens de la Rêve Party et sur les voitures. C'est pas le Hamas. Le Hamas, en fait, il avait 4 objectifs militaires et prendre des otages. Et du moment qu'il part prendre des otages, alors là, vous l'accusez comme crime de guerre, parce que ça, c'est interdit. Mais lui, son idée de prendre des otages, c'était pourquoi? Parce qu'il dit, nous, on prend des otages parce qu'on veut que vous libérez les nôtres. Il y avait 6000 prisonniers politiques en Israël, dont la plupart sont en jugement, et maintenant, ils sont passés à plus de 12 000, maintenant. 12 000 prisonniers, arrêtés sans jugement, enfermés sans jugement, et maltraités. Donc le Hamas, quand il fait cette attaque, non seulement Israël le savait, et pourquoi je vous dis que c'est une histoire de fou? Parce que quand vous commettez une faute comme ça, que fait Benny Netanyahu? Benny Netanyahu, il sait que sa présidence, il va la perdre. Il y a la fausse manifeste parce qu'il veut faire la réforme de la justice et qu'il est taxé de corruption. Il sait qu'il va perdre le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Unité nationale, on fait la guerre. En 2 jours. Alors qu'en réalité, j'aurais fallu dire, il y a quelque chose, il y a un manquement très grave. D'abord, on tire éclair le manquement très grave. Pourquoi cette attaque a eu lieu? Pourquoi il y a 1200 Israéliens qui sont morts? Eh bien non, on oublie ça. On fait l'unité nationale, on oublie le procès qui est intenté à Benyamin et les mouvements populaires qui sont contre lui, et on fait une guerre. Et on fait, c'est pas une guerre, c'est un massacre. Ce qui se passe là-bas est un massacre. D'accord. Juge Ben Abougma, allez-y. Oui, bon, on va aller très rapidement dans le sujet parce que le thème principal, c'est le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe au Sahel. Est-ce qu'il y a un lien réellement? Écoutez, je vais vous dire, je ne vais pas y voir de lien direct, mais pourquoi j'aime votre pays? Parmi tous les chefs d'État, à part le Nelson Mandela, c'est Thomas Sankara qui a soutenu les Palestiniens. Il a 2 discours mémorables à l'ONU. Il dit que c'est du colonialisme et que ça ne va pas et qu'il faut rendre le territoire. Il s'est exprimé très très fort là-dessus. D'ailleurs, le discours de Thomas Sankara n'a jamais autant circulé dans la culture française. Parce qu'on se dit, mais vous vous rendez compte, lui déjà, il avait prévu ça en 85. En 85, il parlait de ce qui se passait. Nelson Mandela aussi. Maintenant, par rapport au Sahel, je vais vous dire, c'est beaucoup plus... Il faut déconstruire. Qu'est-ce que nous voyons? Moi, je viens du monde occidental, j'ai des valeurs à défendre. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est ce que me dit Edwy Penel, ce qui se meurt à Gaza, c'est notre humanité. Ça veut dire quoi? Tous les gouvernements occidentaux qui soutiennent Israël, les Américains, les Anglais, les Italiens, les Canadiens, vous pouvez tous les annier, les Allemands, qui font un grand complexe par rapport à ce qu'ils ont fait, ont trahi toutes leurs valeurs des droits humains. Toutes. Ce qui est en train de montrer ça, c'est notre trahison des valeurs de droits humains. Mais fondamentalement, vous avez des millions de personnes qui descendent dans la rue et qui disent c'est le feu, c'est un massacre. Vous savez qu'il y a plus de 32 000 morts. De ces 32 000 morts qui sont écroulés sous les maisons, on les enterre vivants. Il y a 10 000 personnes disparues. On n'a pas le temps d'enterrer les cadavres. En 3 mois, la guerre d'Ukraine n'a pas fait ça. La guerre du Yémen n'a pas fait ça en si peu de temps. Il n'y a jamais eu autant de bombes déversées. Et même nous, les Occidentaux, chez nous, ils ne nous montrent aucune image. On est obligé d'aller écouter Al Jazeera. On ouvre l'image Al Jazeera en anglais, en arabe, on a tout. Vous êtes journaliste. Il y a 110 journalistes qui ont été visés par l'armée israélienne, visés délibérément et abattus. Parce qu'on ne veut pas que la presse parle. Et tous ces journalistes sont d'Al Jazeera. Si vous regardez les chaînes Al Jazeera, vous dites c'est pas possible. Vous regardez les images, il n'y a plus de noms. On n'a plus de noms pour décrire l'horreur. Et ça continue et ça continue. Vous pouvez pas. Vous dites on a atteint un stade d'horreur. Alors quand je fais le lien avec le Sahel, eh bien il y en a un. C'est-à-dire que tout le monde du Sud, et c'est ce que dit Dominique de Villepin, ne reconnaît plus les valeurs du Nord. Vous n'avez plus aucune leçon à nous donner. Ça, c'est la première chose. Vous n'avez plus aucune leçon à nous donner parce que
quand, pour des intérêts économiques, vous trahissez vos valeurs. Aujourd'hui, les peuples, quand ils descendent dans la rue, ils vous disent, on a affaire, excusez-moi du terme, à des salauds. Nos gouvernements sont des salopards. Mais c'est le peuple qui dit. Ça, c'est encore un terme qu'on peut... Très bien. Alors, nos gouvernements sont ignobles, sont odieux. Ils sont indignes d'être là. Quand je dis ça, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir des gouvernements qui agissent comme ça. Et les gens sont en train de s'en rendre compte. Alors, quand je vois l'implication du Sahel, peut-être, indirectement, c'est une compréhension de comment fonctionnent les pays occidentaux, les pays riches. Et puis vous avez un grand projet pour le Sahel. Vous avez un projet. Vous avez l'unité, Burkina, Niger, Mali. C'est un sacré défi. C'est énorme à relever. Et là, vous allez entrer en guerre avec beaucoup de monde. Parce que ces 3 pays, à tout seuls, ils ont assez de ressources naturelles pour devenir financièrement autosuffisants. Et agriculturellement autosuffisants. C'est ça la vérité. D'accord. Alors au Sahel, comme Israël palestinien, les pays occidentaux sont pointés du doigt à tort ou à raison. Vous avez commencé d'ailleurs à dire que vous allez démontrer en quoi est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe là-bas et le président américain. Alors est-ce que véritablement il y a des raisons de le dire? Est-ce qu'il y a des arguments pour le taire? De quoi? Je n'ai pas compris. Que ce soit au niveau du Sahel, ou que ce soit en Israël, il y en a qui disent qu'il y a un lien direct entre ce qui se passe là-bas et l'appui occidental. Ici, certains pays occidentaux sont accusés de soutenir les terroristes, de leur fournir des armes, de la logistique, des entraînements et de la formation. De l'autre côté, il est également dit que ce sont les Occidentaux qui appuient Israël dans sa démarche. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des arguments pour... Là, vous orientez la question. Là, vous dites, écoutez, tous les jours aujourd'hui, il y a Israël qui a déclaré de faire un génocide, et je mesure mes mots, un génocide en Palestine. D'ailleurs, l'Afrique du Sud a déposé plainte. Vous avez suivi ça? L'Afrique du Sud a déposé plainte, ils sont allés au tribunal, il y a eu un jour de réquisitoire de l'Afrique du Sud. Il y avait 5 ou 6 avocats qui ont parlé. C'était magnifique. Ils ont tout décrit, ils ont montré les images, ils ont tout montré. Pas une image dans les télévisions occidentales. Le lendemain, Israël se défend, il n'y avait que ça. Que ça. Ils n'ont même pas diffusé dans les chaînes pour vous dire à quel point la presse est manipulée. Ce que j'essaie de vous dire, là, même si vous orientez le débat, je suis conscient qu'on a voulu déstabiliser l'Afrique de l'Ouest et que l'Afrique de l'Ouest doit rester dépendante de certains réseaux. Je sais qu'il y a des armes qui ont été fournies. Ça, on le sait. Je sais qu'on a cassé la Libye. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on casse la Libye? Pourquoi est-ce que les Français acceptent de casser la Libye et font exécuter Sadat comme un chien? Tout ça, ça a été déstabilisé. Pourquoi? Je peux revenir dans un deuxième temps. Alors, je comprends bien qu'il y a un enjeu là, par rapport aux pays africains. Mais quand vous dites aux pays africains, excusez-moi, la charte de l'ONU, le droit à l'autodétermination de chaque nation, est-ce que vous pouvez être autodéterminé quand dans toute l'Afrique du Sud, vous avez une monnaie qui vous est imposée? C'est pas votre argent, c'est le leur. C'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai. Et vous savez que si on sort si l'Afrique de l'Ouest décidait de sortir de la zone euro, ça serait une catastrophe pour le monde occidental, surtout pour la France. En Europe, on utilise l'euro. Tous les pays souverains, maintenant, ils ont l'euro. Tous ceux qui font partie de l'Europe. Le seul pays qui a une monnaie à lui, à part l'euro, c'est la France qui a le franc CFA. Donc c'est pas normal. C'est pas normal, il faut sortir de ça. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire par rapport aux États-Unis, vous ne pouvez pas être élu aux États-Unis si vous n'avez pas la plus grande organisation sioniste américaine derrière vous qui s'appelle l'EPAC. C'est impossible. C'est pour ça que Obama, Clinton, Trump et Biden promettent la sécurité d'Israël, sinon ils ne passent pas. C'est une réalité. C'est un lobby hyper puissant. Il y a eu des manifestations dans les universités, des gens qui ont dit qu'Israël, il faut qu'elle arrête le massacre et fait cesser le feu. Même il y a des juifs israéliens qui descendent dans la rue, qui disent c'est pas en notre nom. À New York, c'est des juifs qui manifestent en disant c'est pas en notre nom. Nous on n'est pas sionistes, on est juifs mais pas sionistes. Donc, dans ces universités où les présidents des universités ont laissé faire, parce qu'ils ont dit que c'était la liberté d'expression, ils ont dû démissionner de leur poste. Tellement ce lobby est puissant. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils font?
Ils ont mis des bateaux, comme les Français, comme les Anglais, pour qu'aucun État ne bouge. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Israël se bat, on leur fournit des armes, elle massacre, elle a une couverture militaire pour qu'aucun de ces pays ne bouge. Et quel est le seul pays qui a bougé? Quel est le seul pays digne qui a bougé? C'est les Yéménites, les Houthis. Ils viennent de sortir de 10 ans de guerre. 10 ans de guerre. Par l'Arabie Saoudite, par les Émirats Arabes Unis, par les Anglais, par les Américains. Cette guerre, elle a commencé au temps d'Obama. Les Houthis bloquent le barrage en disant quoi? Tant que vous continuerez à massacrer les Palestiniens à Gaza, nous on va bloquer les bateaux parce que vous n'allez pas alimenter en armes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire par rapport à tout ce monde arabe qui ne bouge pas et tout ce monde musulman qui est silencieux? Donc, ce que j'essaie de vous dire par rapport à ça, bien sûr que quand vous visez un projet pour un continent, un projet pour plusieurs pays, vous devez reconnaître qui sont vos ennemis, qui sont vos amis. Mais je pense que là, vous l'avez fait. Vous avez compris que la France, n'était pas un de vos amis. Et que les Russes, faites attention. Ça peut être des amis, mais ça peut être des amis très dangereux. Ne faites pas l'erreur au Burkina de celle qui a été faite au Mali. Tout ça, je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça. Pour vous, c'est quoi l'erreur en question? Des Russes? Ben, l'erreur de Russes, c'est que quand vous prenez les milices russes qui vous les payez en minerais ou en mines, etc., ils repartent jamais. Comment vous faites pour qu'ils repartent? Vous savez que les troupes Wagner, là, si vous avez suivi ce qui s'est passé en Ukraine, vous savez ce qui s'est passé avec le fondateur de Wagner? Il a attaqué Poutine, il a voulu aller en Russie parce qu'il se plaignait qu'on ne recevait pas d'armes. Il a attaqué toute l'administration militaire russe. Et il a dit, je fais une marche sur Moscou si vous ne me donnez pas les armes. Qu'est-ce que lui a dit Poutine? Tu viens de me donner un coup de couteau dans le dos. 2 mois après, il est explosé avec tout son staff dans un avion. Parce que vous attaquez pas Poutine. Le problème des Russes, c'est de nouveau, c'est des gens qui sont là que pour intérêt. Et l'intérêt, c'est matériel. C'est des mercenaires. Ça n'a rien à voir avec ce que vous essayez de mettre en place au Burkina. C'est vos propres peuples qui se battent pour lui. D'accord. On va permettre une réaction au juge et au Fava. Oui, c'est que quand on regarde dans cette crise-là, vous parliez tout à l'heure du Hamas, je pense qu'il trouve sa source de l'intifada de 87, en gros. Et à l'intérieur, beaucoup, parce qu'il y avait la question aussi du Fatah dont on ne parle pas, oui, qui était perçu pour beaucoup comme plus modéré. Oui. On sait qu'en 2006, le Hamas prend plus de consistance avec les élections et tout, mais pour beaucoup le Fatah qui avait Arafat était plus modéré. Après ils perdent en vitesse et tout, alors qu'il y avait un genre de solutionnement qui avait été entrevu et auquel ceux qu'on disait modérés avaient adhéré. Mais le Hamas, lui, ne se sent pas confortable dans ce type d'arrangement là. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Parce qu'on a l'impression. Non, je comprends la question. Voilà, parce qu'on a comme l'impression faites un peu l'historique. Arafat est allé à la Knesset. Il avait un rameau d'olivier. Il a dit, je suis là pour la paix des braves. Ici. Ouais. Arafat est mort comment? Empoisonné par Israël. Empoisonné. C'est la femme de Arafat qui demande à Chirac que son corps soit autopsié en France. On déterre Arafat, on l'autopsie, il a été empoisonné. Il n'a pas eu 1 mètre carré de territoire palestinien. Parce qu'Israël ne voulait pas. Même Rabin, avec qui il signe les accords, se fait assassiner. Mais rappelez-vous que ce Rabin qui s'est fait assassiner, c'est celui qui a donné l'ordre à l'armée israélienne, aux enfants qui tiraient des cailloux contre Israël, de leur casser les bras. De leur casser les bras, et ça se faisait. Jamais l'intention d'Israël n'a été 2 États. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Quand vous dites il voulait, c'est pas vrai. Quand le Hamas s'oppose, il ne s'oppose pas. Le Hamas dit pour les accords, attention, vous êtes en train de faire des accords où les 3 ou 4 millions de Palestiniens n'ont pas le droit au retour. Ils sont exclus de l'accord. Jamais on signe ça. Jamais. Ils ont raison. Si vous avez des réfugiés qui sont à l'extérieur et vous signez des accords et vous considérez qu'ils n'existent plus, vous faites juste ou faux? Vous faites faux. C'est la seule chose qu'on fait qu'on pas signer. Le Cheikh Yassine était d'accord pour une solution à 2 États. Et bien quand on a su que lui donnait son accord et qu'il était prêt à faire charter les chartes, et prêt à changer la charte, qu'est-ce qu'a fait l'armée israélienne? Elle l'a tué avec un drone. Aujourd'hui, Netanyahou, comme la majorité des dirigeants de cet État fasciste, nazi, vous disent on ne veut pas de 2 États. Même Biden a dit il y a 3 jours
Tant que Netanyahou sera là, il n'y a pas de solution à 2 États. Il n'en veut pas, il n'en a jamais voulu. Eux, ils veulent virer tout le monde. Donc, faites attention à ce que vous dites. Le Hamas, quand il agit comme ça, c'est parce qu'on ne lui donne pas ses droits. Et je suis désolé, quand vous enfermez un peuple de 2 300 000 personnes dans un territoire qui fait 10 km sur 45, que vous l'affamez, que vous le rationnez pour qu'il ait juste de quoi manger, tout ça c'est prouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il y a la famine à Gaza. Parce qu'Israël bloque. Et je vais vous dire, Israël pensait qu'elle allait... Moi, c'est mon opinion. Ils ont laissé faire ça. Parce qu'ils étaient sûrs qu'après, ils allaient attaquer et gagner. Et puis là, ça fait maintenant 4 mois qu'ils sont enlisés et qu'ils sont en train de perdre la bataille de Gaza. Quand vous expliquez les choses, on a comme l'impression que pour ce qui est du Hamas, de ses soutiens et tout, c'est vrai que c'est les victimes, mais eux, ils n'attaquent pas, ils ne font rien. Ils sont les victimes, ils n'ont... Non. J'ai l'impression que c'est ce que vous dites, même quand on prend... Parce que c'est une question de géostratégie, il y a des mouvements qui soutiennent aussi, qui sont contre Israël, foncièrement. Quand on prend le cas du Hezbollah, qui est né en 85 au Liban, ils ont mis la disparition d'Israël comme la priorité, mais ils ne fonctionnent pas comme des saints. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, le Hezbollah? Le Hezbollah, en fait, ils sont en train de tirer depuis le sud du Liban pour occuper l'armée israélienne et diviser les fronts. Mais le Hezbollah iranien, le Hezbollah libanais, qui est appuyé par l'Iran, soutient le Hamas. Vous ne pouvez pas, quand vous avez un mouvement de résistance, le dire ils ne veulent que résister. C'est pas vrai. Le Hamas, depuis 2006, fait des petites attaques, fait des infiltrations, c'est vrai, mais là la coupe est pleine. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas traiter 2 300 000 personnes comme ça, les privés droits. Gaza, c'est la prison ouverte la plus grande du monde. C'est un camp de concentration. C'est ça que vous devez vous dire. Comment vous faites pour sortir d'un camp de concentration? L'Europe, jamais l'Europe n'a voulu rien condamner Israël. Jamais. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un mouvement de résistance? Au bout d'un moment, vous explosez. Et moi je dis pas que je suis tout d'accord avec tout ça. Mais si effectivement il y a eu crime de guerre, eh ben il faut faire exactement ce que Hamas a dit. Nous, on veut une enquête indépendante. Qu'on aille regarder les balles des 1200 Israéliens, si c'est les balles du Hamas ou c'est les balles d'Israël. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas une enquête indépendante? Israël ne veut pas. Pourquoi est-ce que quand l'ONU propose des casques blancs autour de la Palestine, Israël ne veut pas? Israël ne veut pas d'intervenant extérieur, elle ne veut qu'elle. D'accord. Ce que vous dites, je suis d'accord, hein, parce qu'on a vu même l'annexion de la partie égyptienne Sinaï, et tout ça, c'était pour aussi, on va dire, contrôler les entrées, même aujourd'hui aussi jusqu'à contrôler même les marchandises. C'est juste. C'est pour affamer une population, ça on est tous d'accord. Il y a un autre enjeu aussi dans cette guerre, c'est la question de Jérusalem. Oui, c'est clair. Parce que c'est logiquement indépendant en termes de territoire. On a vu que quand il y a un contrôle israélien qui ne dit pas son nom, et c'est accepté par les Américains, même officiellement. C'est depuis quoi? 2020. Mais c'est Trump. Voilà. Trump. Depuis Trump. Voilà, depuis Trump. Alors que c'est un enjeu aussi. Mais le problème, quelle est la solution? La solution, c'est ce que dit l'ONU. Retour aux frontières de 1967. Depuis cette époque-là, il y a eu plusieurs dizaines de résolutions prises par l'ONU. Israël n'en a respecté aucune. Aujourd'hui, il n'y a pas le cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que l'Américain met son veto. Parce qu'un seul État, surtout l'ONU, met son veto. Israël continue. Et ce que j'essaie de vous dire, non seulement Israël continue, mais celui qui fournit les munitions tous les jours, c'est les Américains et les Anglais. Donc c'est scandaleux, c'est purement scandaleux. Maintenant, si je vous prends par rapport à Jérusalem, vous vous rendez compte, quand il y avait cette idée de 2 États, Jérusalem était la capitale de la Palestine. Mais les Juifs y avaient accès. Ça, c'était pendant longtemps comme ça, de 48 à 67. Mais M. Trump, vous vous rendez compte? M. Trump passe à la télévision et dit « Je donne Jérusalem comme capitale d'Israël et j'y déplace mon ambassade. » Un seul homme dit ça. Est-ce que les autres ont bougé? Personne. Qui s'autorise à faire ça? Rendez-vous compte que si vous avez un gouvernement européen qui dit « Eh bien très bien, moi je décide que Bobo Dioulasso devienne... » Oui, mais les autres ne l'ont pas accompagné. Mais ils se sont pas opposés. Ils n'ont pas fait un vote de résolution contre. Tous les pays, un pays comme la Turquie a dit c'est la ligne rouge. Eh bien quand ils l'ont fait, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Aujourd'hui vous entendez Erdogan parler, mais il fait rien. Il ne fait rien.
l'Arabie Saoudite, excusez-moi, je vais utiliser des mots que dans le tribunal vous aimez. Ah non, non, on va pas faire. Je vais vous dire, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays, toutes ces monarchies, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont trahi la cause palestinienne, elles ont trahi la cause arabe. C'est des traîtres, c'est des gens qui se sont vendus. Ils se sont vendus à l'argent, ils se sont vendus au pétrole, c'est des vendus. Vous vous rendez compte qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, alors qu'il sait qu'il y a combien de musulmans qui meurent dans le monde et qui n'ont pas à manger, se paye des joueurs de foot à 200 millions. Tu joues au foot maintenant dans le désert, tu fais quoi? Ils vont même nous faire du ski bientôt, puisqu'ils veulent faire les Jeux Olympiques d'hiver. Mais on est devenu dans un monde de fous, quoi. On est devenu dans un monde de fous. Alors ce que j'essaie de vous dire, tous ces pays-là ont trahi la cause palestinienne. Mais justement, Erdogan, pourquoi il est silencieux maintenant? Alors qu'au début, c'est quelqu'un aussi qui bandait les muscles dans cette Parce que je pense qu'Erdogan, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'il est très très loin des frontières. Okay. Il est très très loin des frontières. Ça l'arrange, entre parenthèses. Mais d'un autre côté, il doit pas être plus virulent. D'accord? Il dit des choses virulentes. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les choses qu'on dit, ce ne sont pas les actes. L'Iran essaye, mais il est aussi très loin. Donc il a des bras avancés. Il a le Hezbollah, il a les Houthis avec qui il fournit des armes. Il a fait quelques attaques en Syrie, il a fait quelques attaques en Irak, mais ça ne peut pas toucher Israël. Et de toute façon, même si eux, ils bougeaient, avec ce que l'Amérique et les Anglais ont mis dans la mer Rouge, ils les frappent indirectement. Donc si vous voulez, il y a une sorte de bouclier ou de menace pour quiconque attaquerait en plus. Ça, c'est réel. On déclenche une guerre. Ça, c'est une réalité. C'est une stratégie voulue. En fin de compte, les seuls qui se battent, c'est le Hamas, le Hezbollah qui essaie de soutenir un peu, mais le Hezbollah ne veut pas faire une guerre totale. Il ne veut pas. Et puis les Houthis qui, eux, essayent de bloquer l'approvisionnement. Mais il n'y a que ça. Alors, vous en prenez à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, vous dites que bientôt d'ailleurs ils vont organiser comme on appelle des jeux de ski, les jeux. La question c'est, ce sont des États indépendants qui s'organisent comme ils veulent. Mais quand vous faites le lien avec la traîtrise au niveau de la palestinienne, je ne vois pas où se trouve. Mais je vais vous dire, l'Arabie Saoudite, c'est le lieu saint des musulmans. Les musulmans, avant de prier en direction de la Mecque, ils priaient en direction de Jérusalem. C'est une réalité, c'est la 3e mosquée sacrée de l'islam. C'est un lieu saint pour les musulmans. Vous avez un prince héritier dont tout le monde sait qu'il a fait couper en morceaux un journaliste à Istanbul dans son ambassade et qu'il l'a dilué dans l'acide parce qu'il écrivait contre lui. Même les Américains ont reconnu le fait. Aujourd'hui, il va aux États-Unis, il est salué. Il va en France, il est salué. C'est un meurtrier. Vous avez aujourd'hui en Arabie Saoudite plus de 20 imams reconnus qui sont emprisonnés, qu'il veut condamner à mort et ils n'osent pas le faire. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, on regarde cette famille-là comme étant des traîtres à l'islam. Jamais ils ne se rendent compte à quel point la haine est montée. Donc là, on quitte le débat politique, on est dans le débat religieux. On n'est pas dans le débat religieux. Ouais, mais puisque vous dites ce que j'essaie de vous dire, si vous rentrez dans une définition de dire il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Non. L'islam, c'est un tout. L'islam, ça va de la justice sociale à la prière et c'est tout. Et arrêtez de nous diviser en morceaux. Nous, on n'est pas des gens qu'on divise en morceaux. On n'est pas un saucisson. On est entier ou on n'est pas. Nous, on a le tawhid, l'unité. Et notre unité, elle va de la prière à la politique. Mais notre politique, on veut l'imposer à personne. On n'a pas à l'imposer. On n'a pas à imposer nos valeurs. On doit respecter les tiennes. Mais arrêtez de faire de nous des gens comme vous. Arrêtez de nous que vous êtes des séculiers, nous, vous êtes des laïcs et nous, non. Moi, je vis en Europe, je suis musulman, je respecte les lois européennes, je les applique et je dis que les lois européennes me permettent à moi de vivre un islam correct. J'ai rien à leur vouloir, je suis totalement en accord avec la laïcité. Mais si maintenant vous me dites que si tu es musulman et qu'en tant que musulman, tu dois renoncer aux valeurs de ta politique et de la structure qui fait ta société, je vous dis non, je n'ai pas à renoncer à ça. Mais je sais une chose, je peux avoir un non-musulman qui a le souci de la justice, qui a le souci de la paix et qui applique l'islam mieux qu'un musulman. Et je respecte ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne me découpez pas en saucisson, je ne suis pas un saucisson.
Non, moi, il ne s'agit pas de découper. Il s'agit de comprendre. Oui. Parce que le reproche qui est fait, c'est que c'est des États qui ne s'occupent pas de la cause palestinienne. Et après, vous avez dit, c'est la Terre Sainte. Et bien sûr. Voilà. Et donc, pour vous, c'est la communauté musulmane que ces deux pays, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont trahi. Israël ne repose que sur une seule chose, les liens de la communauté juive. Oui ou non? Eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit d'invoquer la religion et d'avoir tous les juifs du monde avec eux, à tel point qu'ils se taisent chez nous. Mais nous, musulmans, on n'a pas le droit. Nous, quand on parle de ça, non pas. Les seuls qui peuvent, c'est le peuple élu. C'est eux le peuple élu. Alors eux, ils appellent le judaïsme retour à la Terre Sainte. Vous avez Netanyahou à la télé qui dit « Nous allons faire la prophétie d'Iseut. Nous allons faire le grand Israël. » C'est un chef d'État, c'est une démocratie. Lui, il peut dire ça. Mais quand quelqu'un arrive musulman et dit comme Erdogan « Bismillahirrahmanirrahim », lui, c'est un trait parce qu'il est religieux. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce monde? Pourquoi est-ce que certains peuvent et d'autres pas? C'est quoi ça? Et que doivent faire les deux États? Les Émirats arabes unis. Mais d'abord, je vais vous dire ce qu'ils doivent faire. Quand ils voient le Hamas comme ça, ils ont 3 choses à faire. Elles sont simples. Ils disent, si ça continue sous 24 heures, il n'y a plus de pétrole. Si ça continue sous 48 heures, il n'y a plus de gaz. Et si ça continue, on retire nos argents des banques occidentales. Ils n'ont même pas besoin de lever une arme. Ils font que ça. Ça s'arrête. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? La question, c'est pourquoi? Et voilà. Pourquoi? Parce que c'est des vendus. Parce que c'est des gens, excusez-moi, c'est des gens qui ont vendu leur politique au monde occidental. Pourquoi il y a l'armée américaine en Arabie Saoudite? Pourquoi il y a l'armée américaine dans tous ces pays? Pour asseoir leur gouvernement. Et moi, je vais vous dire, dans 50 ans, même bien avant ça, tous ces gouvernements n'existeront plus parce qu'ils vont être balayés. C'est des gouvernements anachroniques. Ces monarchies-là, qui vivent de l'injustice qu'elles mènent et qui prennent toutes les richesses pour elles, n'ont pas le droit d'être. Et j'espère que les musulmans, quand ils prient vers la Mecque 5 fois par jour, ils prient pour que Allah les enlève de là, à dégager. Toutes ces familles royales, c'est à dégager. C'est tout ce que je vous dis. On est à 2 minutes de temps d'antenne. On va terminer sur l'impact sur le Sahel. Vous l'avez effleuré. On a ces pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, qui se sont retrouvés, qui font face à une même situation sécuritaire depuis une dizaine d'années. Finalement, quelle est la suggestion que vous donnez quand on sait que ces pays ont longtemps eu du mal à se procurer des armes qui étaient bloquées? Ils ont dénoncé un certain nombre d'accords militaires. Ils se sont tournés vers d'autres partenaires. Mais moi, je pense que de toute façon, moi, je salue ce qui a été fait au Burkina avec ces 60 000 volontaires qui se sont engagés. Moi, je pense que les solutions, elles doivent être à l'interne. Si vous allez chercher à l'externe, vous vous en sortirez pas. Quand on fait une guerre de libération, ceux qui se libèrent, c'est les peuples qui sont occupés. C'est pas les autres qui viennent les libérer. Ça n'a jamais existé. Mais je pense qu'effectivement, c'est dur. On voit au Burkina, moi je suis au Burkina depuis régulièrement, je vois que la situation est compliquée, des fois ça avance, des fois ça recule, mais ça avance quand même. Il ne faut pas dire que ça avance pas, ça va être long. On resserre des fois les boulons parce que la liberté, il faut faire attention à ce qu'on dit pour pas mettre en cause l'unité nationale. Tout ça, je comprends bien. Mais ce qui se fait là, c'est juste. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on avait dit il faut créer des mouvements internes pour prendre la défense de son peuple. C'est les peuples qui chassent. Alors, je sais qu'au Mali, c'est plus compliqué parce qu'il y a les troupes Wagner. Ça va, ça vient, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils ont tout de même pu le conquérir, Kidal. Hein? Kidal a été le conquis. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout ça va se faire. Il faut du temps, il faut de la patience. Et puis surtout, il faut partir du principe que quand vous concentrez tout l'argent, comme par exemple au Burkina là-dessus, vous avez peu d'argent pour le reste. Et pour le reste, il y a besoin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas reconquérir un territoire sans y amener, en plus de la sécurité, l'eau et la nourriture et la santé et l'éducation. Vous ne pouvez pas. Parce que ça veut dire que ça va revenir. Donc c'est des choses qui demandent beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Mais dans le projet lui-même, il y a quelque chose que je pense fondamental. Si cette unité un jour se fait, elle a toutes les ressources naturelles pour moi d'être indépendante et d'être riche. Elle a les richesses qu'il faut. Mais elle a de mauvais partenaires. Et ça va prendre du temps. Mais vous savez si vous cumulez l'or de ces 3 pays, vous avez largement de quoi avoir votre propre monnaie. Avec vos propres réserves. Ça prend du temps. Et puis en plus, il faut être prudent. Il ne faut pas annoncer la couleur de tout. D'accord ? Quand vous annoncez la couleur de tout, on va vous mettre des entraves.
Et il y a beaucoup de pays qui veulent mettre des entraves à ces 3 pays. Le monde occidental ne voit pas d'un œil cette émancipation de ces 3 États. Mais si effectivement on va vers une fédération de ces 3 États, moi je pense que ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 3e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous avions à la barre Bilal Ramadan. Il est philosophe et formateur d'origine égyptienne et avec lui, il a été question du conflit israélo-palestinien, réalité, enjeux et impact dans le Sahel. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. Merci, juge Bena Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Geoffroy pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre constante fidélité. Et n'oubliez pas, ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.